Bonsoir à toutes et à tous. Comme je l'ai précisé précédemment dans ma chronique, chronique numéro 183, je vais essayer de faire un petit récapitulatif, une simplification sans pour autant trahir l'idée de pourquoi du comment la gauche aujourd'hui est dans les méandres du ridicule et s'attelle finalement à une certaine survie dans un monde libéral qu'elle a laissé prendre toutes les initiatives. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On peut considérer effectivement que les mutations économiques des 30, je dirais, dernières années ont produit leur effet sur les gauches européennes et le mouvement socialiste au sens large, bien entendu. C'est-à-dire tout autant sur les mouvements communistes que socialistes issus des scissions depuis, en remontant bien entendu, depuis les années 20. Alors, sans doute, importe-t-il de revenir sur plus d'un siècle de socialisme sans trop s'attarder sur les mécanismes pour comprendre les enjeux du présent. Et pour cela encore, je dirais, faudrait-il que les appareils partisans s'appuient sur le travail des intellectuels, ce qui est encore un autre problème. J'en ai parlé dans des chroniques précédentes sur l'abandon effectivement de certains apparatchiks entre guillemets, à ne plus vouloir faire bouger les choses et à rester dans une sorte de fossilisation. Alors, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, ce défaut indique que la difficulté majeure des partis politiques, je dirais, à exercer les fonctions que Gramsci leur assignait jadis, une fonction de direction politique et technique, donnant effectivement à voir en même temps que la transformation de l'appareil productif dans lequel, je dirais, les groupes sociaux sont impliqués, et je dirais le rôle qu'ils y tiennent, bien entendu, et donc, in fine, la conscience qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Alors ces liens entre les partis, je dirais, quand on se parle de partis, restons effectivement dans ce qu'on pourrait qualifier de gauche, et les intellectuels se sont distendus, voire même, je dirais, rompus. Il y en a même qui ont préféré aller voir du côté de la droite. Alors, quand on parle effectivement de rupture, parfois même certains intellectuels ont pu avoir l'impression que la droite savait davantage capter les idées nouvelles que la gauche. Alors la capacité de celle-ci à dominer culturellement a été je dirais carrément anéantie, quasiment anéantie, n'ayons pas peur de le dire. Et l'absence de culture de gauche, au sens d'un bagage d'analyse, d'idées, bien entendu de conception et de vues à projeter, est devenue, je dirais, comme une plaie béante. Et pose même, je dirais, des problèmes quant à la survie de cette même gauche qui aujourd'hui est absolument ridicule, puisqu'elle s'aligne un peu sur, je dirais, les démocrates américains ou le Labour Party en Angleterre. Alors, revenons un peu dans les années 70. La crise du début des années 70 a correspondu à la fin de l'âge d'or du capitalisme. Car tant que le capitalisme était maintenu par sa doxa keynésienne, il ne pouvait pas aller trop loin. Dès l'instant qu'effectivement le monétarisme est arrivé, que l'école de Chicago a fait son travail, finalement, au fond, le capitalisme, ce qui était sa vraie nature, a été complètement débridé. Alors, à la fin, comme je précisais, ce capitalisme régulé, cette crise a donné lieu, je dirais, à une nouvelle guerre de position au sens gramscien. Et quand je parle de guerre de position, je me réfère à son ouvrage. Et du terme, bien entendu. Alors, opposant les différents protagonistes du combat politique sur la question de la place que devait prendre l'État dans la réorganisation du capitalisme. On le voit bien aujourd'hui avec cette problématique de la gestion du gouvernement Macron dans, je dirais, dans le fait de ruiner et de trahir toutes les idées qu'il avait, je dirais, voulu mettre en place par la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons, où finalement, au fond, comme dit Michel Onfray, le roi est nu,
et un peu à gauche, un peu à droite, finalement au fond, j'ai de la gestion à la patate chaude et avancions dans l'urgence. Alors si l'on conçoit le socialisme comme la construction d'un système rendant l'égalité réelle, quand le libéralisme viserait à bâtir une société fondée sur une égalité devant la loi, on comprend pourquoi la crise et le chômage, loin de, je dirais, de la favoriser, ont au contraire éloigné nos sociétés de l'hypothèse socialiste. Pourtant, dans les années 80, le socialisme domine la vie politique européenne, en France, en Italie, en Autriche, mais aussi en Europe du Sud, débarrassé de ces, je dirais, régimes autoritaires. J'en veux pour preuve la Grèce des colonels, l'Espagne de Franco et le Portugal de Salazar. Bon. Alors, diriez-vous, la gauche ne parvient pas à penser l'évolution de la société, et notamment la question de l'identité, beaucoup plus complexe que celle de la classe sociale. Il faut le reconnaître, Gramsci avait vu justement cette problématique. Alors l'arrivée croissante des femmes dans le monde du travail, je dirais, a bousculé la conception traditionnelle que se fait la gauche de la classe ouvrière. Je dirais même qu'elle brouille l'imaginaire d'un monde ouvrier masculin et les caractéristiques du travail féminin. L'importance du temps partiel, inégalité salariale avec les hommes, volonté de mettre en place une certaine forme de parité, qui introduisent de nouveaux facteurs dans l'équation posée par le système capitaliste, de nouvelles problématiques liées à l'égalité entre je dirais, les sexes sont apparus, ont vu le jour, et de nouveaux mouvements sociaux font leur apparition in fine, bon, ce qui en est la conséquence. Et c'est aussi dans les années 80 que, je dirais, les mouvements écologistes prennent leur essor, jusqu'à, je dirais même, faire concurrence avec leur entrée au Parlement européen en 84, à la gauche, et la fin des Trente Glorieuses menace ainsi l'identité, soyons logiques, de la gauche. Alors prenons par exemple l'exemple italien. Puisqu'on parle de Gramsci, on va parler de l'exemple italien. Par exemple, l'exemple italien est de ce point de vue, à mon sens, révélateur, voire même, je dirais, édifiant. En moins de 2 décennies, le communisme, dont les prestiges politiques et culturels étaient immenses, s'est totalement effondré dans la péninsule au profit du berlusconisme. Bon, vous savez très bien ce qu'on peut en penser. Hein. Le berlusconisme, je dirais, est à l'Italie ce que le sarkozysme est à la France. Alors, le basculement du Parti communiste italien vers le PDS, en fait le Parti démocrate ou des partis démocratiques de la gauche, n'est pas l'œuvre d'une évolution subite et radicale. Il a été facilité par ce que l'on appelle le togliattisme, dont Gramsci était, je dirais, plus une figure tutélaire que le maître à penser. Alors il faut rappeler en effet que Gramsci n'a eu qu'un rôle politique limité dans son emprisonnement et que son œuvre politique, essentiellement les cahiers de prison, n'a été diffusée massivement dans le parti que relativement tard, soyons honnêtes. Alors que le Parti communiste italien avait trouvé sa stratégie et son identité dans le togliattisme, et effectivement, aujourd'hui, on comprend les heurts et malheurs de la gauche italienne depuis les années 80, voire 90. Pour comprendre cela, il faut qu'on se saisisse de toute l'histoire originale du gramscisme et du togliattisme. Alors tout d'abord, il est important de rappeler, je dirais, que le Parti communiste italien a eu pour fondateur Amedeo Bordiga, et non Gramsci, et qu'il est issu en 1921 d'une scission de l'aile gauche du Parti socialiste, lequel, je dirais, avait à sa tête Giacinto Menotti, un homme aux sympathies bolcheviques avérées, mais comptait en son sein un fort courant, je dirais, réformiste. Alors, bien entendu, ce courant a été incarné par Filippo Turati. Alors, bien que enclin à suivre Lénine, Turati refusa dans un premier temps d'adhérer, je dirais, aux 21 conditions du Comintern et d'exclure le Parti socialiste italien et les réformistes de Turati, ce qu'il fit effectivement en octobre 1922. Bon, Gramsci et Palmiro Togliatti, ainsi que, n'oublions pas, Umberto Terrazzini et Angelo Tasca, faisaient alors partie d'un groupe plutôt marginal dans le Parti socialiste italien. L'Ordine Nouveau,
un Salati majoritaire au sein du Parti socialiste italien, put rejoindre le Parti communiste italien de Bordiga, mais fut très vite confronté au sectarisme de ce dernier. Donc, après, on ne va pas trop s'éterniser, Bordiga et Lénine entrèrent en conflit, et c'est alors que Gramsci et son groupe parvinrent à prendre le contrôle du parti après que Moscou eut démis Bordiga. Bon. Et ce n'est qu'après que Gramsci, je dirais, revenu de Moscou, convaincu ses camarades de s'aligner sur la ligne du Comintern, et qu'il cessa d'être marginal et prit la tête du Parti communiste italien. Mais son influence sur le parti, il faut aussi bien le comprendre, resta assez faible, hein, pour des raisons aisément explicables. Dès 1927, il était condamné et incarcéré par le régime fasciste de Benito Mussolini, et l'intellectuel laissa la place à une figure mythifiée qui n'a, je dirais, que peu à voir avec la réalité. Alors l'interprétation officielle de l'idéologie communiste italienne, suivant laquelle Gramsci a été et reste le maître à penser du Parti communiste italien, ce fondateur véritable ne résiste pas à l'épreuve des faits. Il suffit de lire un petit peu l'histoire. Je vous envoie effectivement à étudier les archives de la Bibliothèque de Rome. Mais ce n'est que 10 ans après la disparition de son camarade que Togliatti fait publier les cahiers de prison en 1947. L'histoire est toujours plus compliquée qu'elle n'y paraît et témoigne, je dirais même, de l'effort continu du mouvement communiste international de réécrire sa propre histoire. Car en 1926 survint une querelle entre le Parti communiste italien dirigé par Gramsci et le fameux, je dirais, PCUS, donc le Parti communiste d'Union soviétique. Et donc ce conflit, je dirais, né de l'analyse que Gramsci fait de la situation en Union soviétique. Lénine est décédé, donc il ne peut plus s'exprimer, décédé depuis 2 ans, mais la guerre de succession fait rage, et qui a débuté dès 1922 et se poursuit, je dirais, jusque dans les années 25-26, où Trotsky n'est plus au gouvernement, et pour Gramsci, les méthodes employées par Staline contre celui-ci, mais aussi contre Kamenev ou Zinoviev, ne sont pas admissibles et menacent l'aura dont jouit le groupe dirigeant bolchevique auprès des autres partis communistes dans le monde entier. Togliatti adhère quant à lui totalement à la ligne de Staline et refuse, je dirais même, qu'une critique de la situation en Russie puisse voir le jour. Alors à l'occasion, je dirais, de sa critique, on doit bien constater une chose, que Gramsci tout d'abord pense à la révolution socialiste en Europe occidentale, indépendamment, je dirais même, du destin du communisme en Russie, qui a ses propres codes. Donc c'est inadmissible selon Togliatti, et Moscou se fait, je dirais, vite être occulté. Donc pour ce qu'il en est bien entendu de Gramsci. Alors 25 ans plus tard, quand il se charge de leur édition, Togliatti n'hésite pas à caviarder des cahiers de prison pour en donner, je dirais, une version expurgée, destinée à former les élites nouvelles issues de la résistance au fascisme et à contrer bien entendu l'influence bourgeoise, laïque, éclairée. Et non pas, bien entendu, et je le déplore, ouvrir une certaine réflexion. Alors, des années durant, Togliatti et la direction du Parti communiste italien vont tout faire pour limiter les interprétations, bien entendu, de la pensée de Gramsci. Alors Enrico Berlinguer tentera en vain de s'appuyer sur celle-ci pour justifier la politique de compromis historique. Et cette politique est alors théorisée en réaction au destin de l'unité populaire au Chili. Alors, bien entendu, je pourrais comme ça continuer à faire toute l'évolution, mais vous pouvez constater que, effectivement, certaines œuvres n'ont pas été, je dirais, mises au goût du jour, et que certains ont pu trahir pour être dans un confort pratique au niveau idéologique, mais l'Italie, malheureusement, a payé énormément ce lourd tribut. Et il en est de même pour la gauche française, quand on parle effectivement des territoires perdus de la gauche. On peut même considérer que d'élection après élection, nous avons eu l'exemple de Lionel Jospin, qui a plus privatisé que la droite, me semble-t-il, et qui, ourdi d'un passé honteux, se prétendait socialiste, mais ne reconnaissant pas effectivement d'avoir été dans différents milieux révolutionnaires.
Alors, bien sûr, on peut le constater, hein, comme je le disais précédemment, d'élection après élection, les milieux populaires semblent, nous l'avons pu le voir, s'éloigner de la gauche, hein. Je dirais même cette inquiétude d'une certaine forme de droitisation n'est pas un mythe, c'est une réalité. Même si aujourd'hui, avec le Covid-19, nous prenons conscience qu'effectivement, il faut sauver notre, notre hôpital public ou notre service social, il n'en demeure pas moins que les erreurs ou les trahisons de cette gauche a eu pour conséquence que, effectivement, la droite a profité de vendre vendre des couleuvres aux masses populaires. Et donc aujourd'hui, il se réveille un petit peu, je dirais, la tête étourdie, pour ne pas dire la gueule de bois. Donc effectivement, on peut même considérer que cela est réel, puisque ça touche principalement les ouvriers et employés des zones périurbaines, avec un score presque identique, je dirais, à celui de Mitterrand en 81, un 10e point près de Hollande, l'emportant avec 0,1 point de moins que Mitterrand. On peut dire que Hollande dépend pourtant d'une sociologie, d'une géographie sociale, je dirais d'une façon radicale, différente de celle qui avait porté le premier au pouvoir, hein. Et donc, je dirais même que les réalités électorales s'intègrent à une réalité plus vaste, l'idéologie de la crise. Alors, qui concerne bien entendu tous les segments de la société, mais selon, je dirais, des modalités différentes. Bon. Alors, dans ce contexte, peuvent apparaître des forces sociales antagonistes, mais qui répondent toutes, je dirais in fine, à la même angoisse, hein, celle du déclin de l'Occident. Alors, des éléments d'affrontement apparaissent et une forme je dirais, de gestion de ces antagonismes émerge, et je dirais même le verbalisme républicain, forme actualisée du césarisme terrorisé par Antonio Gramsci. Alors, qu'est-ce qu'on entend finalement au fond par, je dirais, césarisme ou verbalisme et impuissance? Bon. Alors, selon Gramsci, le césarisme s'exprime, ou je dirais, se traduit ou exprime une situation dans laquelle les forces en lutte s'équilibrent d'une façon catastrophique, c'est-à-dire s'équilibrent de telle façon que la poursuite de la lutte ne peut aboutir qu'à leur destruction réciproque. C'est ce que nous avons constaté avec l'impuissance des Gilets jaunes. Alors, il distingue deux types de césarisme, le progressif qui permet, je dirais, à une forme progressive de triompher, même au prix de certains compromis, et le régressif, c'est-à-dire qui, à l'inverse, est au prix d'autres adoucissements, permet aux forces régressives de l'emporter. Alors, Macron est plutôt dans cette logique, cette sorte de forme régressive qui permet de l'emporter, puisque régression de notre système social, de nos acquis sociaux, de notre liberté, enfin une multitude de choses qui sont finalement au fond des forces régressives, mais qui lui permet quand même de pouvoir se maintenir et d'avoir un certain plébiscite. Bon. Alors, par sa force, l'occidentalisme combine des discours parfois antagoniques, hein, et se prête, je dirais, des déclinaisons plus ou moins sophistiquées, voire je pourrais qualifier d'adaptées, à toutes les couches sociales. Et cette réalité, bien entendu, est perceptible lors des grands scrutins nationaux, et en particulier même, je dirais, l'élection présidentielle. L'un des traits caractéristiques du césarisme de notre époque est qu'il ne s'appuie pas en Europe occidentale, comme en Amérique du Nord, sur une personnalité charismatique, comme on peut l'être en d'autres temps César, Napoléon III, voire même Bismarck. Mais si la dimension charismatique prévaut aujourd'hui en Amérique latine, dans d'autres formes que Gramsci définissait comme progressives, hein, je prends le cas par exemple de Morales ou de Chavez, donc c'est-à-dire des forces, je dirais, pour les qualifier, des forces progressives de l'emporter. Le visage du césarisme en Europe on pourrait qualifier ça d'un autre type. Et plus, je dirais même plus complexe dans l'articulation qu'il opère entre les institutions supranationales, nationales, médiatiques, organisations économiques également, sociales et politiques, et bien entendu, en dernier du feu, ma foi, les firmes privées. Alors en France, les forces politiques ressentent la nécessité qu'il y a à tenir ensemble de forces qui adhèrent à l'idéologie de la crise.
entre une sociologie néoconservatrice, mais tolérante et ouverte, je dirais même dotée du capital suffisant pour réclamer peu de l'État, car avant tout connecté à la globalisation financière qu'on pourrait qualifier comme sociologie des idéopoles, et une sociologie davantage empreinte de spontanéité, droitier, qui demande au pouvoir régalien davantage de protection, une sorte de fameux trait d'union qui peut être établi, ce qu'on pourrait qualifier effectivement d'autres temps, d'autres lieux, de verbalisme républicain. Alors, celui-ci, bien entendu, ne recouvre pas à proprement dit, à proprement parler, l'idée républicaine, mais il se part simplement des oripeaux républicains professant une vulgate sur l'égalité du vivre ensemble, blablabla, bla bla bla, sur la laïcité, l'ordre, pour englober des couches sociales dont les forces respectives, finalement au fond, au lieu qu'elles s'additionnent, elles s'annulent. Bon. Alors je dirais, c'est le viatique des campagnes électorales, un discours plutôt lénifiant, visant à nier l'ampleur de la crise et qui parcourt la société française. Alors, effectivement, on peut même considérer qu'en France, nous avons une sorte de forme de quinquennat qui a été introduite en 2002 et qui a bouleversé les équilibres institutionnels, créés jusqu'ici par la Constitution de 58, dans sa version revisitée, voire révisée, par l'élection du président de la République au suffrage universel direct en 1962. Alors le Parlement, projection spatiale des rapports sociaux, a désormais, je dirais, une moindre importance. Élu au lendemain de la présidentielle, il donne une majorité au président qui vote sur programme plus ou moins débattu avant l'élection, donc le débat d'idées dans l'hémicycle s'en trouve rétréci. Alors, il s'est épanoui dans le même temps, hors du cadre traditionnel, dans les multiples canaux médiatiques, sous la forme de mobilisation online. C'est ce que expliquait Michel Rocard sur, effectivement, je dirais, le troisième pouvoir. Alors, les chaînes d'information continues et réseaux sociaux sont la cause notamment du déclin de la collégialité partisane, même si, je dirais, le phénomène a précédé de peu l'explosion de ces réseaux. Le lieu se démultiplie, il n'y a plus de lieu unique, le Parlement, ce qu'on pourrait qualifier le journal, qui rassemble en son sein toutes les, je dirais, les parties prenantes ou positions du débat, et on en revient effectivement que le césarisme prend donc davantage l'aspect d'un faisceau de discours véhiculés par différents canaux répondant à l'actualité immédiate, mais il n'est pas antinomique de l'idéologie de la crise. Il n'est qu'une déclinaison, parvenant au prix de compromis entre, je dirais, les différentes forces en présence à maintenir un semblant d'unité dans un pays fracturé. En Allemagne, la forme césarienne a pris l'apparence de la grosse coalition, qui se fait cohabiter, moyennant des concessions réciproques, des formes de discours consistant à refuser de payer le prix de la solidarité européenne. Bon, on sait pertinemment que l'Allemagne reste en Europe tant qu'elle a des intérêts. Bon, ça c'est encore une autre histoire. De même, on pourrait même s'interroger sur les formes de césarisme au niveau supranational. C'est dans le cas, par exemple, dans le cas de l'Europe, il est sans doute, je dirais, temps de se demander si le compromis à l'œuvre entre les forces antagonistes révèle, je dirais, ou plutôt relève d'une forme progressive ou régressive de césarisme. Alors, j'en ai souvent parlé, que penser de la droitisation des milieux populaires en Europe? Le vote de classe, que certains pourraient qualifier, on pourrait dire que le vote de classe a été enterré vivant. Alors, comment un ouvrier peut voter Sarkozy, prenons l'exemple, et un patron du CAC 40 peut voter Sarkozy? Quel est finalement, au fond, l'intérêt commun? Et c'est là la question qui se pose. Soit Sarkozy est un prophète et est enclin de faire des miracles, car il enrichit à la fois l'oligarque, et il permet aux pauvres de sortir de sa pauvreté. Et donc là, c'est un magicien, ou c'est un prophète, ou finalement, au fond, c'est un escroc. Je pense que la dernière formule le représente plus. Et finalement, l'expérience nous a prouvé
J'ai absolument rien. Alors la question de la droitisation de la classe ouvrière en Europe, je dirais, a été examinée par nombre de chercheurs. Alors, pour l'observateur attentif, il est en effet de plus en plus évident que les classes populaires ne sont plus alignées sur la gauche. Ça, c'est une évidence. Et c'est aussi vrai dans le nord d'Italie, où la Ligue du Nord, d'Umberto Bossi, rappelez-vous un petit peu cette volonté de se séparer du sud de l'Italie en créant un État, me semble-t-il, ce fut la Padania, et c'était cette fameuse Ligue du Nord d'Umberto Bossi et de Roberto Maroni, qui a puisé dans l'électorat ouvrier, les voix qui lui ont permis de devenir une force incontournable au Parlement italien, et en général au sein de la destra, c'est-à-dire la droite italienne en particulier, et que les banlieues rouges de Vienne ou le FPO progressent, je dirais, continuellement. Alors c'est vrai aussi aux Pays-Bas ou en Belgique flamande, cela a été même, je dirais, au Royaume-Uni, où le British National Party a réussi des percées dans certaines circonscriptions populaires. Alors, je crois que le cas le plus emblématique, c'est l'Italie. De ce point de vue, qui a vu, je dirais, le vote ouvrier, pourtant longtemps acquis au Parti communiste italien, se porter dès 1994 sur Forza Italia, le parti de Berlusconi, fruit de la recomposition des droites après l'opération qu'on appelle en italien Mani Pulite. Lorsque tombée pour corruption une bonne partie de la classe politique, dont Bettino Craxi en premier lieu, mais dans l'Italie septentrionale, c'est surtout la force de la Ligue du Nord qui est, à mon sens, symptomatique, sorte de... On appelle effectivement l'ouvrier à plus d'égoïsme plutôt que de solidarité, ça a été exactement la même problématique pour la Catalogne, qui les motifs de séparation dans la liesse populaire fut de se séparer des États qui seraient peut-être trop coûteux en n'ayant plus cette conscience de la solidarité nationale. Bon. Maintenant, effectivement, je dirais, cette droitisation est liée à la mondialisation. Et on peut même considérer que dans le monde moderne, on aime s'entendre dire j'ai voyagé, j'aime la cuisine française, j'aime l'esprit méditerranéen, j'adore l'Afrique du Nord, plus particulièrement le Maroc. Le dernier truc à la mode, c'est d'être hybride, jusqu'au moment où Covid-19. Alors, quand vous appartenez à une classe sociale en déshérence, que vous luttez pour survivre, et que vous envoyez vos enfants dans des mauvaises écoles, et que vous regardez vos voisins, des migrants ouzbeks, qui viennent s'installer, et vous dites, ils ne parlent pas un seul mot d'anglais, ou de français, ou d'allemand. Ils vont envoyer leurs enfants à l'école, de mes enfants. Pour les classes sociales précarisées, ma foi, celles qui ne sont pas connectées, qui sont exclues de la mondialisation, il se produit un mouvement de réaffirmation. Alors, il n'est plus alors question, je dirais, d'être cosmopolite. Et c'est en cela que finalement la gauche a trahi son idéal, puisque l'internationalisme, je dirais, communiste, était l'internation, et non pas une espèce de monde globalisé qu'on pourrait qualifier comme étant le cosmopolitisme, et qui, certains en minorité, auraient, je dirais, la gestion propriétaire de l'ensemble des clients qui seraient le monde. Alors, quand on entend aujourd'hui les classes ouvrières disent on veut juste être britannique, ou être français, ou être italien, ou allemand, on veut que l'école effectivement reste nationale, et ainsi de suite. Bon. Alors je pense que l'époque où les identités européennes étaient sûres d'elles-mêmes, sûres de leur complétude, est à mon sens finie. On peut le constater, il ne faut pas se voiler la face. Je pense qu'à l'ère de la mondialisation, les identités centrées vont être de plus en plus secouées par la prolifération des différences. Finalement, c'est en cela que le modèle américain a réussi. Une espèce de multiculturalisme, de société multiculturelle. Alors,
nous vivons dans un monde culturellement homogène, mais dans un monde de différences proliférantes. Et ces différences, je dirais proliférantes, sont l'une des sources de panique morale dont l'une des clés des motifs d'enracinement de l'occidentalisme dans les sociétés. Je dirais c'est toute la raison d'être de l'idéologie de la crise. D'où l'importance, et il est certain que je dirais de mentionner que la droitisation des milieux populaires n'est pas le fruit d'un basculement brutal des électeurs d'un camp à l'autre, comme la percée par exemple du Front National, bien qu'il y aurait tant à dire, percée du Front National dans le monde ouvrier, même si le Front National aujourd'hui ne sert qu'à faire élire le candidat adverse, puisqu'il est finalement au fond une sorte de containment, une sorte de produit contenant les mécontentements, il existe un effet générationnel et puissant qui précipite le déclin de la gauche dans les mondes, je dirais, ouvriers. Alors, on peut remarquer néanmoins qu'avec la succession des générations, les attitudes ethnoculturelles pèsent de plus en plus dans le vote des ouvriers. Malheureusement, quand le social ne fait plus son boulot, le recouvrement des identités parfois religieuses profite de la situation. Alors, quand on parle effectivement moins ethno-autoritaires que leurs aînés, les jeunes cohortes sont aussi plus fortement polarisées sur les enjeux ethnico-culturels. Il suffit de regarder le mouvement de Mélenchon, qui a fait une campagne, je dirais, sans faille à la présidentielle, et qui aujourd'hui, la plupart des patriotes socialistes ont été virés au profit de Obono, l'ethno-différentialiste, et puis la petite Clémentine Hutin, représentante du LGBT. Donc on voit bien que la classe ouvrière n'a pas d'attente à l'égard d'un modèle ethno, je dirais, différentialiste et un modèle LGBT. C'est une des réalités. Bon. Alors, bien entendu, on peut émettre l'hypothèse d'un vote de classe ouvrière enterré vivant, phénomène qui toucherait tout le monde occidental. Je dirais même que cette hypothèse est marquée dans notre pays par l'ampleur de ce phénomène, qui prend du fait de la présence du Front National dans la vie politique et dans les milieux des années 80. Toutefois, il faudrait préciser que cet effet générationnel doit être également corrélé à autre chose, ce qu'on appelle la dimension spatiale du vote. Gramsci en a parlé justement de cette nuance. Avec les choses sont assez complexes, puisque la société devient de plus en plus complexe. Alors, il faudrait effectivement parler des zones périurbaines dans cette problématique. On peut même considérer que le printemps 2012, rappelez-vous, aura permis de vérifier l'ampleur de la droitisation des zones périurbaines. Et même, je dirais, en février 2012, quelques semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle, paraît une étude de l'IFOP qui consacre effectivement au vote dans ces zones-là. Alors, elle met en lumière, je dirais même beaucoup, de ce que beaucoup finalement redoutent, un regain droitier dans les classes populaires périurbaines. On peut même, je dirais, penser qu'avec certains démographes, rappelez-vous Emmanuel Todd, Hervé Lebras, quelques constants anthropologiques déterminent le vote de l'imaginaire des citoyens de notre pays. Alors il est probable que les analyses de Todd et Lebras le confirment, et que l'Occitanie, la Bretagne ou l'Alsace conservent des attitudes culturelles héritées des modèles familiaux ancestraux. Je dirais que la grande nouveauté des 30 dernières années, c'est l'intégration dans notre pays à une économie globalisée, avec bien entendu sous son lot culturel. Parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que l'économie n'est pas seulement l'économie capitaliste n'est pas seulement un mode de production, elle est aussi un mode, je dirais, elle porte en son sein des codes et des valeurs. Alors il apparaît de plus en plus manifeste que le lieu où l'on habite dans la France de 2012 détermine sa propre vision du monde. On ne voit pas le monde de la même façon depuis les rues piétonnes du centre de Paris ou les banlieues du 9-3, ou également les zones pavillonnaires situées, je dirais, à une dizaine de kilomètres d'une préfecture, ou depuis même pire, un village de la Nièvre. Alors, en croisant les données géographiques avec quelques données sociales, on s'aperçoit que la vision du monde se droitise.
et que les zones périurbaines sont le terrain idéal du spontanéisme droitier. Regardez comment certaines villes vont tout de suite être à droite ayant peu d'immigrés, mais cette explication peut se faire par la volonté de ne pas ressembler à d'autres villes. C'est le cas par exemple de certains maires qui préfèrent payer des amendes pour éviter de construire des logements sociaux plutôt que effectivement de mettre en place un système social pour je dirais, les indigents et finalement que le système coûte plus cher que l'amende elle-même. Alors, je dirais même qu'en divisant cet espace périurbain en 4 zones, on pourrait, je dirais, parvenir à identifier les réalités relatives aux représentations qui ont cours. Est-ce que ma foi, ce qui frappe le plus, c'est le pouvoir d'attraction de Marine Le Pen dans les zones se situant à 30-40 km des centres-villes, où domine largement, effectivement, n'ayons pas peur, où a dominé Emmanuel Macron. Alors, même chez les ouvriers et les employés, au deuxième tour de l'élection présidentielle, cette attraction s'est cristallisée, rappelez-vous, en 2012, sur Nicolas Sarkozy, tandis que François Hollande séduisait les métropoles et les zones rurales. Alors, si on fait des classifications effectivement sur les zones périurbaines, on peut s'apercevoir que la peur de devenir certaines villes dortoirs ou certaines villes ingérables ont favorisé effectivement le choix de certains candidats, et cela était également, je dirais, la volonté de Sarkozy à aller flirter sur le terrain du Front National. Alors, revenons à notre réalité et effectivement à cette droitisation des classes populaires et la fin du monopole de gauche. On peut considérer que le lien entre la gauche et les classes sociales est en partie rompu, ça je l'ai dit dans ma chronique précédente. Pour la gauche socialiste, le défi est majeur, pour une double raison, je dirais, n'ayons pas peur de le dire. D'un côté parce qu'elle prétend être l'expression politique traditionnelle des couches sociales, ce qui correspond à une réalité historique. De l'autre parce que les évolutions électorales de ces 30 dernières années vont à rebours de ce profil revendiqué. Et aujourd'hui, on peut considérer effectivement que nous sommes dans le cas d'espèce d'évolution d'un concept qui pourrait se qualifier comme étant l'adhésion aux idéopoles, aux idées de gauche, pas la moindre, je dirais. Mais ces dernières années, la gauche a conquis de très nombreuses grandes villes, Paris, Lyon, Grenoble, Strasbourg, Toulouse, tout en conservant ses anciens bastions, comme Lille, Rennes, Nantes ou Montpellier. Et le trait commun de ces grandes métropoles est d'être connectées à l'économie globalisée, et d'être en fait des métropoles post-industrielles. Et cette expression, empruntée à deux stratèges démocrates états-uniens, explique fort, je dirais, la mutation, de la géographie économique et sociale des pays occidentaux, en particulier de la France. Un ethos, je dirais, qui tend à la fois libertaire et bohème, et la caractéristique des populations des idéopoles. Bref, un triomphe du libéralisme libertaire, incarné aujourd'hui par Macron. N'oublions pas que Macron vient, je dirais, vient de la gauche socialiste. Même si lui-même ne se revendique pas socialiste, il n'en demeure pas moins qu'il en garde ce que j'appelle un épiphénomène de tradition sociétale. Alors, quelques critiques, ou je dirais même, sans aller trop loin, on peut considérer que quelques objectifs qui les définissent, la connectivité, ce qu'on appelle l'aéroportuaire, les pôles universitaires, les pôles de recherche et de développement, voire même la compétitivité, les qualifications, à part, je dirais, de cadres et de professionnels intellectuels, supérieurs même, à ma foi, à la moyenne nationale, hein, fonction métropolitaine au niveau de vie, qui offre, je dirais, culturel, qui offre dans le culturel, dans le tourisme. Alors,
effectivement, la France, aujourd'hui, nous le constatons, est bel et bien fracturée. Elle paye les conséquences de son intégration à l'économie financiarisée et globalisée. On le voit bien aujourd'hui avec la catastrophe sanitaire que nous avons en France, lorsque nous avions un des meilleurs fleurons au niveau de l'hôpital public. En 2014, la destruction de nos hôpitaux sur rail que nous possédions depuis 1917, donc avec des évolutions. Nous sommes aujourd'hui dans l'obligation, du fait de la situation, d'aménager des TGV. Et finalement, au fond, nous avons un nouvel élément de complexité par rapport aux thèses d'Antonio Gramsci. La géographie sociale apparaît comme un nouveau facteur de modification des rapports sociaux. Et la droitisation n'est pas, et nous le savons, une pure adhésion aux dogmes néolibéraux. La conception de la classe ouvrière à la droite est plutôt une sorte de retour à certaines valeurs, même si elles se trompent de camp, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut prendre cet aspect en compte. Et finalement, c'est là où finalement la chose est peu aisée, c'est qu'elle signerait plutôt un effacement progressif et constant de la gauche historique que la victoire des droites du passé. C'est sans doute d'ailleurs ce qui rend difficile, à ma foi, d'élaborer des stratégies alternatives. Les tentatives de réaction de la gauche semblent non seulement non enclins à intervenir, mais surtout hésitantes. Car même très souvent, la droitisation des classes populaires est ramenée à une dimension programmatique. Je dirais la sécurité serait un terme depuis longtemps ignoré par la gauche, et c'est sa grande problématique. Thème qui n'a pas été ignoré, bien entendu, en Union soviétique, ou même, pour ne parler de la RDA. Donc, il n'était pas question de légiférer sur la protection de la classe ouvrière et d'accepter, je dirais, des explications à l'emporte-pièce sur des comportements, je dirais, injustifiables. Bien entendu, l'abandon des classes populaires par la gauche, puisque ne répondant pas à une demande sociale, est lié également aussi à la sécurité, qui doit être conçue comme un des aspects de la rupture culturelle des classes populaires avec la gauche, mais pas le seul. Je dirais cette interprétation censée d'être explicative du vote droitier, selon effectivement une demande sécuritaire. Je pense que l'ouvrier a besoin d'habiter dans un quartier où il soit protégé, vient encore conforter, je dirais, le mythe en vogue de l'électeur individu pleinement rationnel qui ferait son marché parmi les différents programmes. Alors ma foi, si tel était le cas, cela serait, mais il suffirait de coller à cet électeur en faisant des propositions conformes, je dirais, à ses attentes, et le succès irait à celui qui adhérerait le mieux. Cette vision des choses est partiellement, je dirais, erronée. Alors, elle fait l'impasse sur la dimension culturelle des déterminants du vote. Je dirais même une proposition, pour être reçue comme valable, doit correspondre à une lecture du monde. Et finalement, ça a été la force, et je n'aime pas le dire, mais c'est une réalité, la force de Sarkozy là-dessus, d'avoir su communiquer, même s'il n'a absolument rien fait, si ce n'est que son contraire, il a su communiquer en ce sens. Alors, travailler pour, je dirais, travailler plus pour gagner plus, rappelez-vous ce fameux slogan à la con, mais qui a quand même, je dirais, parlé dans les esprits de la classe ouvrière. Et cela, même si ce fut démagogique, a sonné, je dirais, effectivement une certaine espérance, même si après la réalité a voulu que les choses soient tout autres, mais finalement, au fond, on peut considérer aujourd'hui que la gauche est à 100% responsable d'avoir, je dirais, abandonné la population et plus exactement le petit peuple. Donc voilà, c'était une petite analyse gramscienne sur les différentes sociétés, donc entre l'Italie et la France. C'est une des raisons pourquoi j'ai illustré ma page de visibilité avec le drapeau français et le drapeau italien, avec les médailles qui effectivement illustrent la Grande Guerre patriotique, dont nous avons effectivement coopéré par le régiment Normandie-Niemen, et également des volontaires italiens dans l'armée rouge. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que je ferai d'autres chroniques sur des analyses gramsciennes.
J'espère pas trop compliqué, parce qu'effectivement, quand on rentre dans certaines analyses, eh ben, nous devons décortiquer les mécanismes et surtout les expliquer. Voilà, néanmoins, je suis assez content de vous faire partager certaines de mes analyses et je vous dis à la prochaine chronique. Merci à vous.